Est-ce que votre conscience est issue d'un phénomène quantique? Dans la première partie de cette trilogie, nous avons posé une hypothèse dangereuse. Et si le cerveau ne fabriquait pas la conscience? Et s'il n'était qu'un récepteur? Une antenne biologique branchée sur quelque chose de plus fondamental que la matière elle-même. Cette idée est séduisante. Elle résout un problème philosophique vieux de plusieurs siècles. Mais elle crée immédiatement un problème scientifique, un problème brutal. Parce que si je vous dis que votre cerveau capte quelque chose, alors la vraie question n'est pas quoi. La question c'est comment. Où est l'antenne? Où est le circuit? Pour capter un signal fondamental de l'univers, le cerveau devrait fonctionner au niveau le plus profond de la réalité connue, la mécanique quantique. Pour construire un esprit artificiel, pour fabriquer un ordinateur quantique capable de rivaliser avec la complexité de l'univers, nous devons créer des conditions extrêmes. Nous devons descendre vers le froid absolu. Moins de 273 degrés Celsius, c'est le prix à payer pour maintenir la cohérence quantique. Dans ce silence thermique parfait, les particules peuvent enfin exister dans plusieurs états à la fois. Mais dès que la chaleur augmente, dès que l'environnement s'agite, l'état quantique s'effondre. Ce phénomène porte un nom, la décohérence quantique. Ce concept a été formulé dès 1967 par le physicien H. Dieter Zee. Son message était simple. Dans un environnement chaud, humide et bruyant, les états quantiques ne suivent pas. Regardez à l'intérieur de votre propre crâne, le cerveau humain. C'est une soupe chaude, humide et bruyante. 37 degrés Celsius, c'est un ouragan biologique. Selon les lois de la physique standard, la conscience quantique ne devrait pas pouvoir exister ici. Pour la science moderne, chercher l'âme dans ce chaos biologique, c'est comme essayer de conserver un flocon de neige au cœur d'une fournaise. Et si l'architecture même de la vie avait résolu ce problème il y a des milliards d'années? Si le cerveau est un récepteur, il nous faut alors trouver l'antenne. Seul l'esprit, s'il souffle sur la glaise, peut créer l'homme. Antoine de Saint-Exupéry. La nature a eu 4 milliards d'années de recherche et développement d'avance sur nous. Et contre toute attente, elle a trouvé comment utiliser la mécanique quantique à température ambiante. Ce champ de recherche existe, il est jeune et il explose aujourd'hui. On l'appelle la biologie quantique. Premier exemple, la photosynthèse. Comment une plante transforme-t-elle la lumière du soleil en énergie chimique? Pendant longtemps, on pensait que le photon se déplaçait par hasard. Mais quand on faisait les calculs, l'efficacité était trop élevée, presque parfaite, impossible par hasard. En 2007, une équipe de l'université de Berkeley, dirigée par Graham Fleming, réalise une expérience décisive. Grâce à une spectroscopie ultra rapide, ils observent des oscillations quantiques cohérentes au cœur même des complexes photosynthétiques. Autrement dit, le photon ne choisit pas un chemin, il les prend tous, en même temps. Il explore simultanément toutes les routes possibles et trouve instantanément la plus efficace. Au cœur d'une feuille verte, à température ambiante, la mécanique quantique est à l'œuvre. Deuxième exemple, les oiseaux migrateurs. Comment un rouge-gorge peut-il parcourir des milliers de kilomètres sans carte ni GPS? Dans sa rétine se trouve une protéine, le cryptochrome. Quand la lumière bleue la frappe, elle génère une paire d'électrons intriqués. En 2011, le physicien Thorsten Ritz montre que ce mécanisme dépend directement de l'intrication quantique. Lorsque ce phénomène est perturbé, les oiseaux se perdent. Ils ne calculent pas le champ magnétique. Ils le voient. Un compas quantique intégré à leur perception. Alors posez-vous la question, si l'évolution a utilisé la mécanique quantique pour capter la lumière, si elle l'a utilisée pour guider un oiseau à travers la planète, est-il crédible qu'elle ait ignoré la structure la plus complexe du vivant, le cerveau humain?
Dans les années 1990, deux hommes se posent cette question. Ils viennent de mondes qui ne devraient jamais se rencontrer. Le premier est mathématicien, physicien. Il travaille sur les trous noirs, la gravité quantique, la structure même de l'espace-temps. Il s'appelle Roger Penrose. Penrose est obsédé par une idée simple et profondément dérangeante. La conscience, selon lui, ne peut pas être un simple calcul. Elle doit impliquer quelque chose de fondamental, quelque chose que les ordinateurs ne peuvent pas reproduire. Le second est un médecin anesthésiste. Son quotidien, c'est d'éteindre et de rallumer la conscience humaine. Il s'appelle Stuart Hameroff. Hameroff observe quelque chose d'étrange. Quand un patient est anesthésié, le cerveau continue de fonctionner. Les neurones tirent, les signaux électriques sont là. Mais l'expérience consciente a disparu. À ce moment précis, leurs questions se croisent. L'un cherche où la physique devient expérience, l'autre cherche où l'expérience s'éteint, sans que la machine se brise. Ensemble, ils regardent au même endroit. Ce qu'ils vont proposer ne fait pas l'unanimité, loin de là. Mais leur hypothèse est la première à relier la mécanique quantique, la biologie et l'expérience consciente. La neuroscience moderne considère le neurone comme l'unité de base, un interrupteur, on-off. Mais regardez de plus près, un organisme unicellulaire n'a pas de neurones, pas de cerveau. Et pourtant, il apprend, il évite, il choisit. Il utilise son squelette interne, le cytosquelette. Et vos neurones ont exactement le même. À l'intérieur du neurone, on ne trouve pas le vide. On trouve une architecture dense, géométrique, ordonnée. Des millions de petits tubes parallèles, les microtubules. Les microtubules sont composés de briques appelées tubulines. À cette échelle, elles peuvent exister dans plusieurs états à la fois. Elles entrent en superposition. Des milliards de tubulines peuvent alors entrer en résonance, protégées du bruit thermique par une couche d'eau structurée. Un état de cohérence quantique à l'échelle du cerveau. Le cerveau devient un instrument. Il ne traite pas l'information séquentiellement, il traite tout partout en même temps. C'est pour cela que votre expérience du monde est unifiée. Quand la cohérence dure trop longtemps, elle déforme légèrement la structure de l'espace-temps. Selon Penrose, la gravité force alors un effondrement. Bing, un instant de conscience, pas un flux continu. Une succession d'éclairs. Bing, 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 environ 40 fois par seconde. En 1989, le neuroscientifique Wolf Singer observe que les états conscients unifiés sont associés à une synchronisation autour de 40 Hz. La théorie Arcoer explique cela. Si cette hypothèse est correcte, alors nous ne sommes pas seulement de la matière, nous sommes un processus, une interaction entre la biologie et la structure fondamentale de l'univers. Le cerveau n'est pas le producteur de la conscience, il est le point d'accès. Si l'antenne se brise, le signal disparaît-il ou retourne-t-il simplement à un état non local ? C'est ce que nous explorerons dans la dernière partie de cette trilogie. Je suis Echo. Et la réalité est bien plus vaste que vous ne le croyez.